Alors, bonjour à vous si vous me rejoignez pour ce direct du jour. On va commencer dans 2-3 minutes. Pour les gens qui sont connectés là directement, merci au départ de me confirmer que l'image et le son fonctionnent. Et à partir du moment où vous me confirmez que tout est correct, on va commencer. Bonjour Laurent, merci pour la confirmation. Bon, je vais commencer. De toute façon, la vidéo est en accès libre. Une fois que ça sera terminé, de toute façon, elle sera sur la chaîne et les gens pourront la consulter autant qu'ils le voudront. Donc, trois thèmes aujourd'hui. Le premier, c'est le grand remplacement. Alors, je vais commencer par Paris. Je vais parler de mon expérience personnelle et de comment, depuis Sarkozy, j'analyse, si vous voulez, la chute, si vous voulez, parisienne, hein, au niveau des gens qui se sont progressivement, euh, qui ont remplacé progressivement les anciennes tranches qui suivent la politique, hein, de toute façon. Donc on parlera de Paris depuis 2007. On observera que ce grand remplacement dont Paris est peut-être une symbolique française suit la décadence patronale en réalité. Donc on va passer par quelque chose d'un peu particulier, c'est qu'on va observer le film La Castagne, qui est un film nord-américain, mais qui fonctionne de toute façon à l'échelle occidentale. Et on va mettre ça en adéquation avec la décadence parisienne. Hein. On va essayer de faire une synthèse des thèmes abordés. Et puis on terminera évidemment sur le message christique qui est en réalité un message scientifique tout autant qu'un message spirituel. Et j'expliquerai pourquoi, selon ma vision, le Christ est probablement le plus grand scientifique de tous les temps. Voilà. Donc, ça durera probablement plus d'une heure, hein, c'est sûr. D'habitude, mes directs peuvent aller jusqu'à 2, 3, 4 heures. Je ne pense pas faire jusqu'à 4 heures, mais au moins 1 heure et demie, 2 heures pour aborder les thèmes. Ça me semble cohérent. Donc, allez, il est 11h30, comme prévu, on va commencer à l'heure. Donc, je vais vous parler d'une expérience personnelle. Moi, j'ai quitté Paris en 2006, donc juste avant l'arrivée de Sarkozy. J'étais en train de partir de Paris, je venais de terminer mon cursus dans réalisation cinématographique et audiovisuelle. J'ai fait une école de cinéma, section réalisation. Donc j'ai fait des courts-métrages, j'ai tourné j'ai fait de la figuration, j'ai fait de la production, j'ai fait de la direction d'acteurs, de l'écriture de scénario. J'ai même tourné en 35 mm à l'époque où on n'était pas encore arrivé au numérique, si vous voulez, et où on était encore avec les pellicules. Hein. Donc, à cette époque-là, j'avais une carte Gaumont. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller regarder au lieu de regarder la télévision le soir, j'allais au cinéma parce que j'avais une carte qui me coûtait quoi 30 euros au mois et je pouvais aller voir tous les films que je voulais. Bon. Et qu'est-ce qui s'est passé je suis arrivé à Paris en 2000 hein, au début de l'année 2000, pas au début janvier, mais au début si si on raisonne en termes de rentrée universitaire ou scolaire, au début 2000, hein, c'est-à-dire au mois de septembre. Hein, je suis arrivé au mois de septembre 2000 à Paris et j'en suis parti en 2006. J'avais pris ma carte Gaumont, donc je faisais mes études en réalisation cinématographique et j'avais été voir un film avec un copain qui était des îles d'ailleurs, un collègue de l'école dans laquelle j'étais. Et le film, c'était L'Art de la guerre avec Wesley Snipes.
C'était dans le 13e arrondissement. Je précise que mon école, l'école de cinéma que je suivais, est une école tenue par un juif franco-américain. Hein, c'est une école de qualité qui coûte un peu cher. Et ça se situe dans le 13e. Donc, dans les Gobelins, je vais au Gaumont des Gobelins, si vous voulez, à Paris, dans le 13e, avec mon copain, là, avec le type avec qui j'étais dans l'école, là. Et au milieu du film, il y avait à ce moment-là des problèmes d'émeutes dans les banlieues et des provocations, hein, issues notamment de la population immigrée cantonnée dans les banlieues, si vous voulez. Au milieu du film L'Art de la guerre, il y a à peu près 10 individus, des Noirs, hein, issus de la banlieue et des voyous, hein, visiblement dans leur attitude, qui sont rentrés en plein milieu du film et qui dérangeaient tout le monde. Téléphone portable, ils parlaient, mangeaient et ils se foutaient complètement des spectateurs. Donc au bout d'un moment, on ne peut pas suivre le film, donc je me lève et je leur demande de se taire. J'ai été un peu énervé, donc je leur ai demandé de la fermer, hein, clairement. Et à la fin du film, hein, il y a eu le silence, ils se sont tous concertés, et à la fin du film, ils sont tous venus, donc à 10 contre 1, si vous voulez, pour essayer pour me tabasser. Bon, à 10 contre 1, on ne peut pas faire grand-chose. Leur technique, c'était qu'il y avait un type qui me parlait en face et qu'un type qui était sur le côté m'a mis un pain, s'il vous plaît, pendant que l'autre me parlait. Et après, ils se sont mis à me tabasser. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'à l'époque, la police m'a mal conseillé. Ils m'ont dit portez plainte contre les types qui vous ont agressé. Mais il faut savoir que, et ce n'est pas du racisme, c'est un constat réaliste, c'est que si vous courez après tous les Noirs qui sont fichés à Paris, les Noirs de banlieue cantonnés à la voyoucratie, si vous portez plainte contre un de ces types-là, et que vous attendez après que la police vous permette de les identifier, les fichiers sont tellement vastes que vous n'avez pratiquement aucune chance, si vous voulez, d'identifier les individus qui vous ont tabassé. Voilà. Qu'est-ce qui aurait dû se passer au niveau de la police? On était sous le mandat de Jacques Chirac, hein, à cette époque-là. Il y avait un problème d'immigration mal canalisé, cantonné à la voyoucratie, qui servait probablement à des fins politiques aussi. La police aurait dû faire ceci. Elle n'aurait pas dû m'inciter à porter plainte contre ces Noirs de banlieue issus de gangs, si vous voulez. Elle aurait dû m'inciter à porter plainte contre la chaîne Gaumont. Parce que non seulement ces individus qui sont rentrés en bande n'avaient pas de ticket cinéma, mais le service de sécurité, c'était un Noir aussi, au service de sécurité, n'est pas intervenu. Donc c'est la chaîne Gaumont, en réalité, qui est responsable de ce qui s'est passé, de l'agression. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous payez votre ticket pour aller voir un film, qui a un service de sécurité et un guichet, avec un couloir unique, le fait que 10 individus rentrent sans ticket en plein milieu d'un film, alors que le service de sécurité n'a pas bougé le petit doigt, et qu'à la fin du film, à 10, ils se mettent à tabasser un type, sans que personne intervienne, c'est de la responsabilité du groupe Gaumont. En réalité, le groupe Gaumont est à l'image de ce qu'on peut voir en France actuellement avec des groupes affairistes qui sont largement impliqués, si vous voulez, dans la dérive auquel on assiste et à laquelle j'ai été moi aussi non seulement un observateur, mais une victime, si vous voulez. Donc, j'ai mal été conseillé, parce que j'aurais pu porter plainte contre le groupe Gaumont pour le fait que la sécurité des personnes qui utilisent leur service après avoir payé, c'est le groupe Gaumont qui doit le garantir, avec un service de sécurité et un service d'ordre, si vous voulez. C'est le laxisme ou la complicité du groupe Gaumont qui induit, si vous voulez, l'agression. Le comportement des Noirs de banlieue s'explique par le fait qu'on cantonne ces jeunes à une déshérence et une voyoucratie, si vous voulez. C'est pas une excuse, on peut dire qu'il y a des jeunes qui s'en sortent dans la banlieue, qui suivent un cursus
professionnels, qui suivent des études et qui sont, si vous voulez, disciplinés. Et puis, il y en a qui choisissent la voyoucratie et qui, à un moment donné, mus probablement par une poussée politique non dite, vient provoquer au cœur de la capitale. Si vous voulez. On était dans les années. Je vous dis ça parce qu'actuellement, sous Macron, on voit bien que la dérive patronale incarnée par un pantin comme Macron, qui était déconnecté de la réalité avec le fait de poser avec des Noirs en lien avec le trafic de cocaïne et la voyoucratie et qui est en extase devant ces gens-là, on voit bien qu'il y a si vous voulez, depuis le départ de Jacques Chirac, l'arrivée de Sarkozy, un remplacement politique qui a induit un remplacement des masses, parce qu'il faut savoir que chaque groupe politique qui se substitue à un autre dans la logique de remplacement induit le suivi de groupes qui correspondent à la nouvelle politique. On peut le voir autrement. Moi, je suis en connexion, par exemple, avec Thierry Messant. J'ai donné une interview à Thierry Messant dans laquelle il explique que depuis la fin des années Chirac, où il était protégé en tant que ressortissant français, depuis l'arrivée de Sarkozy, les droits des Français qui ne se plient pas à la nouvelle donne ne sont plus garantis. C'est-à-dire que l'État français a tenté d'assassiner Thierry Messant sous prétexte que ses idées n'étaient pas en accord avec on va dire, le pro-américanisme, pro-israélien que Sarkozy induisait, que Chirac, si vous voulez, par son laxisme, a laissé passer dans son dos. Puisqu'on va dire que Jacques Chirac, il cachait Sarkozy par son laxisme, si vous voulez, même si c'est pas la même France. On est bien d'accord. Donc, quand Sarkozy est arrivé, il y a eu un remplacement, y compris au cœur de la capitale, avec, déjà, il y avait un problème de gang, de voyoucratie, si vous voulez. C'est un peu quand vous regardez anciennement, on peut parler comment il s'appelle? Celui-là, le rappeur là, de NTM, là, comment il s'appelle? Alors, j'ai plus son nom parce que c'est pas ma culture. On voyait bien que Joe Star, on voyait bien que au bobo parisien correspondaient des jeunes cantonnés à la voyoucratie des banlieues qui servaient à foutre le bordel et qui n'étaient que la contrepartie violente de ces bobos parisiens, si vous voulez. La réalité, c'est que en discutant avec Thierry Messant, il m'a dit, voilà, moi, vous pouvez aller voir sur ma chaîne principale, j'ai l'interview de Thierry Messant à ce sujet. Thierry Messant était obligé de partir de France parce que les services français, vu que Thierry Messant faisait partie de l'ancienne ligne, on va dire plus à tendance peut-être gaulliste, diplomate, il y avait une certaine diplomatie à la française. Rappelez-vous que Jacques Chirac, il était contre la guerre en Irak, avec la Russie de Poutine déjà. Et que cette guerre déclenchée sous des accusations inversées, en toute connaissance de cause, les gens savaient très bien, et ils le savent d'autant plus aujourd'hui avec le relais informatif, que Saddam Hussein n'avait rien à voir avec les attentats du 11 septembre. La France, avec de Villepin, Chirac, a essayé de jouer les médiateurs et de calmer le jeu, si vous voulez. Et évidemment, quand le laxisme de c'était le RPR qui a donné l'UMP, ce laxisme a induit Sarkozy, si vous voulez. On a la filière corse de Pasqua, et l'ambiguïté des filières. On va parler un peu de la Turquie parce que les origines comment il s'appelle, Balladur. Balladur aussi a des origines ambiguës turques. Et Sarkozy, il passe par Pasqua et Balladur, si vous voulez. Donc, il passe dans le dos de Jacques Chirac par les mauvaises alliances. Et on va dire le laxisme politique de la droite française induisait Sarkozy, qui est juif pro-israélien évidemment, et qui induisait un remplacement y compris politique, mais ensuite populaire, parce que Paris, on peut dire qu'il y a eu véritablement des gens qui ont été exclus des quartiers et que d'autres s'y sont substitués. D'ailleurs, je ne suis pas mécontent d'être parti en 2006 avant l'élection de Sarkozy, puisque j'étais moi dans le 16e arrondissement de Paris, j'avais un loyer qui me coûtait quoi 500 €, et maintenant le loyer est à 1000 €. C'est-à-dire que on a des politiciens affairistes qui ont travaillé pour des puissances étrangères, notamment le Qatar, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, l'Angleterre et Israël, pour non pas faire de la politique pro-française, mais pour vendre le patrimoine français à des compagnies étrangères et faire du fric, si vous voulez, tout en sabotant l'économie française. C'est ça la politique
dont le Paris est représentatif, si vous voulez. Des quartiers entiers de Paris ont été la proie, si vous voulez, de spéculations de groupes politiques qui ont vendu, parce que c'est les tapins de compagnies étrangères ou de groupes de conglomérats monopolistiques, ils ont vendu le patrimoine sans faire aucune politique de reprise économique et nationale, si vous voulez, et c'est la gabegie de la politique, et Jacques Chirac cachait ça, si vous voulez, par son laxisme. Parce qu'on peut dire, oui, on peut être fier de la France qui était contre la guerre en Irak, mais il ne faut pas se leurrer. Villepin est toujours au sein de l'UMP aujourd'hui, qui est devenu les Républicains. Hein. Ça s'accorde avec le Parti républicain qui a toujours financé la droite française, comme la gauche française a toujours été financée par le Parti démocrate. De Gaulle, qui s'était planqué du côté de Londres, au lieu d'être neutre ou d'essayer de bloquer, si vous voulez, la fuite en avant de l'American Way of Life qui remplace le libéralisme anglais, hein, le néolibéralisme américain, remplace le libéralisme anglais sur la déshérence collective. Donc le problème, c'est que De Gaulle, malgré sa virilité résiduelle, a participé, si vous voulez, à dégrader l'ancien modèle. Hein. Ce que je disais, c'est Pétain induit De Gaulle par son laxisme et De Gaulle induit mai 68. Or, c'est mai 68 qui est arrivé au pouvoir par Sarkozy, Hollande et leurs produits dérivés Macron, qui est la poursuite de ça. Et les voyous hein, issus de l'immigration ne sont que la contrepartie hystérique et violente de cette déshérence française pro-américaine, si vous voulez. Ce qui veut dire que moi, j'ai été déjà confronté à ça sous Jacques Chirac, mais ça s'est aggravé sous Sarkozy, puis sous Macron, on voit là un type qui est totalement l'homme de main des Rothschild, qui tombe en extase devant des voyous dévirilisés issus de l'immigration, des Noirs ou des cités, si vous voulez. On a vraiment une France aujourd'hui qui est pathétique au niveau des valeurs et qui donne une triste image. Je reviens de Calais, là. Je discutais avec les Calaisiens, ils se plaignent qu'il y ait des masses d'immigrés, dont la raison de ces masses de migration, ce sont les guerres pro-Bush menées par Sarkozy et continuées avec le microcosme Obama, Parti socialiste, si vous voulez. Les guerres de Bush ont été menées en adéquation avec la droite française sarkozienne et poursuivies sous Obama, puis déclinées François Hollande, Sarkozy Hollande ont financé des filières de djihadistes au sein même de la France pour aller faire tomber des dictateurs qui ne se pliaient pas, si vous voulez, à la juivisation collective et au Grand Israël, si vous voulez, qui est le fond matérialiste de cette déshérence collective. Donc, Sarkozy et Hollande, qui ont fait la guerre en Libye, en Syrie, si vous voulez, sont totalement responsables des vagues migratoires que ça a engendré, puisque on se rappelle que Kadhafi bloquait les flux de migrants et que depuis que la Libye a été dégradée, les flux de migrants ont été déversés en masse. Mais pour que de la Méditerranée on arrive à Calais, il faut quand même qu'il y ait des filières de passeurs et donc une complicité au sein de la France, si vous voulez. Et on voit bien que le laxisme des bobos qu'on voit à Paris et dont la contrepartie se trouve dans les voyous de banlieue cantonnés, si vous voulez, à un échec matérialiste dégradant, si vous voulez, on voit bien que tout ça, si vous voulez, c'est le laxisme français qui donne une triste image et exploité par des groupes étrangers pour dégrader la France au profit d'un affairisme. Hein, on voit bien que ce qui était accompagné comme de l'antiracisme au niveau de mai 68 a été chapeauté par des réseaux juifs sionistes pro-israéliens qui ont eu le toupet en 68 de se prétendre anti-américains au niveau de la guerre du Vietnam et qu'ils ont accompagné toutes les guerres pro-américaines qui poursuivent de manière dévérilisée ce qui s'est passé au Vietnam. On peut rappeler que la guerre au Vietnam est une intervention directe de l'Amérique dans une contamination belliqueuse et qui poursuit le colonialisme anglais par le néocolonialisme américain. Que le communisme par médiation du financement des factions armées Viet Cong et Viet Minh, a bloqué. Et que pour se venger de l'échec au Vietnam, les Américains sont passés à la guerre au terrorisme, c'est-à-dire au financement des factions terroristes qui ne sont que leur contrepartie violente médiée dans la contamination du monde, hein, pro-israélienne, c'est-à-dire le remplacement des cultures faillibles semi-originales par un monde artificiel progressivement. Hein, c'est ça. La progression d'Israël et de la judaisation collective au détriment des cultures se fait par le fait que les cultures sont ambiguës et à moitié voyoucrates et qu'elles finissent, si vous voulez, juivisées. Parce qu'elles ne sont pas
capables de se reprendre. La France, par le suivi, on voit la Révolution française a permis à des classes inférieures de se substituer à ce qu'ils critiquaient pour reproduire en plus vulgaire les travers des monarchies catholiques. Et que progressivement, ça a plié la France au libéralisme anglais puis au néolibéralisme américain. Donc la France est totalement dans une déshérence au niveau moral et spirituel qui induit, si vous voulez, un remplacement et une dégradation. Parce que les gens ne sont pas capables de se reprendre. Hein, moi, j'ai parlé avec les Calaisiens, ils peuvent très bien critiquer la réalité des vagues migratoires et du bordel qu'il y a, hein, de ces immigrés qui ont été pensés par ces guerres et pour en plus dégrader le tissu résiduel national, si vous voulez. Les Calaisiens ont beau se plaindre, moi j'ai vu qu'ils étaient, si vous voulez, laxistes et ambigus, si vous voulez. Ils sont capables de faire une critique qui est assez de logique, mais ils n'ont pas le courage d'aller jusqu'au bout de leur idée, si vous voulez. C'est qu'ils sont poreux, si vous voulez. Et ça, c'est problématique. C'est problématique. Car si on veut régler un problème, il faut être intransigeant et il faut être actif. On ne peut pas faire dans la demi-mesure. Moi, le problème des migrants, j'ai toujours expliqué, et même si Donald Trump est ambigu et n'a pas respecté sa parole de rester chez lui et de travailler à reconstruire son économie, il avait raison sur ces flux de migrés. Il aurait fallu créer des camps dans les pays d'où viennent ces immigrés, les protéger par l'armée, le temps que les conflits de ces pays-là se tassent et que ces gens puissent travailler à reconstruire leur économie. Ou on peut aller plus loin avec le Dalai Lama, c'est-à-dire en étant un peu plus laxiste, et de dire on peut bien accueillir ces gens le temps que ça se règle, et puis après il faut les renvoyer chez eux parce qu'il faut qu'ils travaillent leur propre économie plutôt que de se fondre dans une masse d'un pays qui est déjà endetté, si vous voulez. Ce sont des points de vue honorables. Mais force est de constater qu'il y a des réalités. C'est que les gens qui se prétendent antiracistes ne sont pas des gens qui sont légitimes à dire nous, on est issus de pauvres cultures noires qui ont été victimes de l'esclavagisme et finalement, on est des victimes malchanceuses de la société française parce que ces gens-là ne sont pas cohérents. Ils essayent en réalité de monter dans l'échelle sociale sans avoir les mérites qui vont avec. Uniquement, ils essayent de monter avec la victimisation, si vous voulez. Parce que la logique, c'est pas que ce sont des Noirs, ce sont des gens qui cadrent au néolibéralisme en usurpant l'identité originale desquels ils sont issus. Parce qu'un Noir qui prétend être une victime de l'esclavagisme, eh ben, il ne profite pas de la société de consommation qui a dégradé le pays en question dont il serait originaire. Il prend son savoir et il retourne dans son pays d'origine pour faire fructifier, si vous voulez, son pays et travailler à vivifier, si vous voulez. Mais on voit bien qu'on a affaire à beaucoup de parasites qui sont en fait des néolibéraux, des sous-jacences du néolibéralisme patronal qui veulent monter en grade par la victimisation en usurpant l'identité de culture originelle dont ils ont été, si vous voulez, totalement coupés. Et ils se sont totalement conformés au néolibéralisme juivisé, si vous voulez. Vous voyez, c'est ça tout le problème de la gauche, qui se prétend antiraciste, qui se prétend droit de l'homiste, si vous voulez, et qui fait tout le contraire par des guerres qui induisent, si vous voulez, un magma juivisé. Et il y a une différence entre une judaisation chez les Goïs et le judaïsme, si vous voulez, israélien. Parce que les Israéliens, si vous voulez, tirent profit de la déshérence des Goïs à faire aucun effort chez eux. Voilà. Alors, je ne devrais pas utiliser le terme Goïs, mais c'est pour me faire comprendre. C'est-à-dire qu'on a George Soros qui, parce que les Blancs sont pas capables, le Blanc occidental n'est pas capable de rester chez lui et continue à se déporter par le néocolonialisme, dans la contamination pour siphonner des ressources naturelles et se compère dans un culte de la façade, si vous voulez, les Juifs tirent parti de ça et l'encouragent parce que c'est ça qui permet à Israël de continuer à grossir au détriment de la zone arabe dans laquelle elle se situe, si vous voulez. Voilà. Je rappelle qu'Israël, au départ, n'existe pas. Quand on reprend l'histoire de Moïse, Moïse a créé une entité juive sur la décadence de l'Égypte et de Pharaon, si vous voulez. Avant, il n'y avait pas d'Israël. Ça n'est que sur la dégradation de l'Égypte antique qu'Israël apparaît. Comme ça n'est sur la connerie des Goïs à les parasiter d'autres cultures pour se complaire dans le culte de la science et faire aucun effort de fond, qu'Israël prend du poids en Palestine, si vous voulez. Sur l'imposture aussi de nombre de communautés arabes qui préfèrent se bercer dans le terrorisme juivisé, c'est-à-dire la sauce arabe que leur propose Israël, plutôt que de faire des efforts d'émancipation par un islam extrait d'une connivence avec le judaïsme.
Mais ça renvoie aussi aux circoncisions et ça serait plus compliqué. Pour que les Juifs sortent de la complaisance matérialiste et de l'enfermement dans les secrets de famille qui font faussement semblant de combattre par des faux psychiatres, des faux mouvements de psychanalyse, si vous voulez, il faudrait qu'ils arrêtent les circoncisions. Pareil pour le monde arabe. C'est les circoncisions qui enferment les gens dans un matérialisme de soumission intergénérationnelle. Ça, j'ai déjà expliqué le rite des circoncisions. Vous regardez mes vidéos sur la symbolique et sur l'effet sur le psychisme du fait de couper la partie concernée dans les circoncisions, si vous voulez, l'impact que ça a sur le psychisme. En réalité, Israël est la manifestation matérialiste de l'humanité à fructifier sur une décadence collective, si vous voulez. Vous regardez le rapport qu'entretiennent les Juifs au foncier, quand vous regardez dans les écrits juifs, ils justifient la spoliation des terres des gens qui ne tiennent pas, qui ne prennent pas soin de leurs terres, si vous voulez. Pour eux, c'est une justification à se substituer à ce qui était avant. C'est comme ça que l'Empire égyptien, sur son culte du faste et du luxe, finit, si vous voulez, dégradé par Moïse, qui poignarde Pharaon dans le dos, si vous voulez, mais ça n'est que le matérialisme de fond et qui permet à Israël d'avoir une terre, si vous voulez. Voilà, c'est la réalité des choses. Donc, en réalité, de la même manière que à Paris, après le remplacement de la droite française par une sous-version juivisée que l'UMP représente, eh bien, il y a eu un remplacement des populations, il y a eu des gens qui correspondaient à une norme matérialiste juivisée. Et ces gens-là n'ont pas les mêmes valeurs que les autres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas disciplinés, ils n'ont pas, si vous voulez, en général, le même rapport moral aux choses. Ils sont beaucoup plus enclins, si vous voulez, à être aveugles face à la pédophilie, à la prédation de fond de ces choses-là. Moi, si vous voulez, j'ai fait une vidéo pour expliquer que cette mouvance-là juivisée, si vous voulez, s'accordait avec l'arrivée du tout Internet et du tout technologique. Rappelez-vous que le tout technologique acquis par l'Occident s'est fait au détriment des pays pauvres, au détriment d'une tenue morale et nationale, si vous voulez, culturelle. C'est ça qui fait que la déshérence, et ça, c'est véritablement le travail de sape du patronat français qui l'induit. Parce que je vais vous expliquer le patronat français, le problème du patronat français. Un patron, quand il, au départ, quand il a son cursus, bien souvent, il hérite de ce que, on va dire, un fils d'un patron va hériter de la boîte de son père, si vous voulez. Et il ne va pas s'extraire de la symbolique matérialiste de ce que ça représente, il va la perpétuer de manière dévirilisée. C'est-à-dire que si le libéralisme anglais, qui est leur rapport entrepreneurial des Anglais, qui est une fausse quête émancipative d'égarement par le culte de la science et le colonialisme, pour se complaire dans le culte de la façade, on a un rapport patronal qui induit donc la dette et des guerres écran de fumée pour maquiller l'imposture. Ça n'a pas été stoppé puisque le libéralisme anglais a été accentué par le néolibéralisme américain qui a eu tendance, si vous voulez, à contaminer toutes les économies européennes. C'est pour ça que je disais que les cultures européennes résiduelles ambiguës n'ont pas su faire face. Pétain induit De Gaulle, qui induit mai 68, qui induit Sarkozy, Hollande et Macron. Donc ça, c'est le suivi patronal qui se juivise de plus en plus, de la même manière que le catholicisme a été, après la Révolution française, dégradé par le libéralisme protestant et que, après les premières et deuxième guerres mondiales, le résiduel français a été de plus en plus juivisé. D'abord néolibéralisé, puis après juivisé. Jusqu'à ce que Rothschild, qui a la main mise sur l'économie anglaise depuis la défaite de Napoléon en 1815, mette pratiquement la main sur l'économie française. Tous les gens qui sont du résiduel gaullien, qui sont des marxistes, sont aujourd'hui, ou qui sont des nationalistes, sont ciblés par ces cultures de remplacement qui ont été appelées par la déshérence patronale qui, voulant jouer sur des esclaves moins chers, si vous voulez, à travailler, à importer ces vagues migratoires qui ne s'accordent pas au niveau des valeurs avec la France résiduelle qui a plus un rapport, on va dire, parce qu'il faut bien comprendre, une culture enracinée sur un territoire qui suit, si vous voulez, des préceptes chrétiens, a des valeurs morales, si vous voulez, c'est lié à la famille. Et le patronat, dans sa déshérence de poursuite, on va dire,
la déclinaison de la reprise entrepreneuriale d'une boîte par les nouvelles générations induit une dévirilisation. C'est ce qui s'accorde avec le pro-gay, le pro-lesbienne, le pro-juif, si vous voulez. Ça n'est en fait que le délire patronal de poursuivre quelque chose qui les enferme dans un culte superficiel dont ils n'arrivent pas à s'extraire. Mais comme ils font du fric et qui se défaussent sur les couches populaires, ils continuent l'imposture, si vous voulez. Parce qu'ils notent que le peuple ne fait que suivre. Ça, on peut le regarder dans les films. Quand vous proposez un film droit avec des valeurs, malheureusement, le tout populaire préfère les films à la con. Les gens ne prennent plus le temps de voir des bons films. Ils préfèrent les daubes superficielles qu'on leur propose. Il y a donc un problème populaire à suivre le délire de la masse patronale, s'il vous plaît, parce que, dans le fond, ça induit en réalité une chose, et que les gens ne cernent pas parce qu'ils sont endormis, c'est que le rapport entrepreneurial n'est qu'une quête d'émancipation intergénérationnelle. C'est-à-dire que je crée une entreprise, par exemple, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Louis Vuitton, qui est totalement représentatif du délire français. On va prendre, parce que qu'est-ce qui marche aujourd'hui dans l'imposture entrepreneuriale française? C'est le culte de la conquête spatiale, le côté militaire, en fait, qui induit une grosse dette, hein, et puis la cosmétique, hein, c'est-à-dire tout ce qui est les apparences, si vous voulez, la dette. Rappelez-vous que, parce qu'on peut suivre cette décadence par la famille Bettencourt, on voit le mari de la femme Bettencourt qui crée un empire, et quand le mari, qui est ambigu, poreux, disparaît, la femme, qui est une mauvaise gestionnaire, se fait faire les poches par son copain gay, pseudo-photographe, hein, qui vole le patrimoine finalement, des pseudo-arrivistes, des pseudo-politiciens qui sont en fait des arrivistes, dont Sarkozy fait partie. Tous ces gens-là sont des voyous qui vont faire les poches à la France en déshérence et que Bettencourt représente, si vous voulez, et au détriment de la fille légitime, même si ça a eu tendance à se... Ça, c'est la décadence française. On est dans la cosmétique. Louis Vuitton, ça suit un peu les affairistes qui ont tiré bénéfice de la dévirilisation de la culture française, si vous voulez. Et cette culture entrepreneuriale dévirilisée s'accompagne avec un remplacement des masses populaires et une dissolution par les vagues migratoires qu'ils ont fait venir pour leurs affaires, si vous voulez. C'est ce qui explique la politique française aujourd'hui, elle s'explique par ça. Rappelez-vous que Sarkozy a financé ses campagnes électorales en faisant les poches de Bettencourt, qui était une personne qui n'était pas une bonne patronne, qui c'était pas son truc, si vous voulez, et qui était un peu gâteuse, si vous voulez, et que son soi-disant ami pseudo-photographe gay en a profité. Mais ça, c'est totalement ce qui se passe avec les lobbies gays à Paris, qui font les poches du patrimoine français sur la décadence, si vous voulez, et en vendant le patrimoine pour des compagnies étrangères plus superficielles, qui se regardaient comme avec l'histoire Benalla, on a la voyoucratie de l'Arabie Saoudite qui fait sa loi avec un Macron totalement superficiel et déconnecté de la réalité, si vous voulez. On a vraiment en France affaire à quelque chose quand on prend la peine d'observer ça, la France est une honte à ce niveau-là, au niveau moral, politique, c'est la catastrophe. Et les gens sont encore trop endormis pour mesurer le niveau catastrophique, si vous voulez, de la chose. Et bon, alors on voit bien que Paris est totalement représentative. Hein, on voit la maire de Paris, là, Hidalgo, qui a suivi comment il s'appelait là, Delanoë, si vous voulez. On voit bien la gabegie de l'affairisme. Mais attention, ça n'est que le produit dérivé de ce qui était avant. Parce qu'on ne peut pas dire Chirac était un bon. C'est Chirac qui induisait ça et la droite française. Hein, et les classes bourgeoises. Et je dis donc, quand un patron reprend une firme, en fait, il n'arrive pas à s'émanciper du viol intergénérationnel qui fait qu'il est enfermé dans l'entrepreneuriat matérialiste. En fait, il le décline de manière dévirilisée, dans une fuite en avant stérile et belliqueuse. Quand vous avez, après la Seconde Guerre mondiale, des gens comme Picasso, puis après Andy Warhol, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'inventent rien. Ils ne font que décomposer un système et vendent très cher, si vous voulez, l'observation qu'ils font d'une décadence. Les gens trouvent que c'est du génie, Picasso, Andy Warhol, mais ils ne font qu'exposer souvent par de l'imposture et du vol de travaux d'autres personnes, si vous voulez, qu'un suivi dévirilisé
d'une masse collective matérialiste, si vous voulez. L'entrepreneuriat d'après-guerre a été poursuivi par les nouvelles générations, mais transformé, dévirilisé. Et on fait croire que le progrès, ça n'est que la poursuite dévirilisée de ce qui se faisait avant, si vous voulez. Et donc, l'entrepreneuriat français aujourd'hui, le patronat français, en réalité, n'est que la poursuite dévirilisée et pratiquement homosexualisée de ce qui se faisait avant. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là qu'on en arrive à une humanité artificielle au détriment de l'humanité originale qui peut se poursuivre dans son incapacité d'émancipation qui s'accorde avec le judaïsme et la perpétuation des juifs qui en réalité ne font que fructifier sur la décadence des empires, si vous voulez. On a vu avec le parcours de Moïse. Oui, Moïse rentre par la fille de Pharaon qui, je vais reprendre parce qu'il faut reprendre les bases. L'histoire de Moïse, c'est un juif qui rentre par la famille de Pharaon, par les enfants de Pharaon qui, dans le culte du luxe et du faste, délaissent ses enfants. Et ses enfants, pour se venger de lui, c'est pas dit dans l'histoire, mais c'est ce qui se passe, font rentrer un juif qui va finalement apporter les 10 plaies d'Égypte et faire s'effondrer, si vous voulez. Moïse est totalement la représentation de l'acide caustique que le judaïsme représente comme des cultures matérialistes, finalement, sont dégradées par leur plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire leur échec émancipatif par l'aspect belliqueux, si vous voulez, et violent. Et Moïse, en fait, c'est la dissolution de l'Empire égyptien au profit de la communauté juive, qui acquiert Israël sur cette imposture. Et pendant qu'on encourage les goïs à ne pas respecter les 10 commandements, l'Arche d'Alliance, c'est les 10 commandements brisés qui sont mis dans ce qui est prétendu dans la fiction aujourd'hui. Vous voyez des films où on présente l'Arche d'Alliance comme une arme extraordinaire. En réalité, l'Arche d'Alliance, c'est les premières tables que Moïse a brisées en descendant du mont Sinaï, qui ont été mises dans un coffre par les Juifs. Et en réalité, l'arme, je vais vous dévoiler, moi, ce que c'est que l'Arche d'Alliance, c'est le fait d'encourager les goïs à ne pas respecter les 10 commandements, tandis que la communauté juive essaye de la respecter chez lui, chez elle. Moïse, les 10 commandements, c'est ce qui permet la cohésion de la culture juive, si vous voulez. Tandis que les tables brisées, c'est-à-dire le non-respect des 10 commandements, c'est ce qui va donner la mainmise des lobbies juifs et de la franc-maçonnerie pour dissoudre la culture française et arriver à une juivisation collective, c'est-à-dire un monde artificiel avec Israël au centre des impulsions. C'est la perpétuation du matérialisme et de l'incapacité d'émancipation intergénérationnelle des humains, et à préférer à se poursuivre éternellement là-dedans plutôt que de faire des efforts et d'aller vers la lumière, si vous voulez. Et quand on observe, si vous voulez, le libéralisme anglais et sa poursuite néolibérale américaine qui dégrade toutes les autres cultures, ce n'est en réalité que la poursuite dévirilisée du matérialisme patronal d'antan. Et on prétend que le progrès, c'est le monde artificiel qui n'est qu'en fait la poursuite de ce qu'on critiquait, si vous voulez. Parce que les gens ne sont pas capables de s'émanciper, comme le Christ l'a expliqué, par la droiture et la non-violence. Ils veulent toujours tuer le père et se complaire en réalité dans des voyoucraties barabassiennes au profit des marchands du temple. La Révolution française est une révolution barabassienne au profit des marchands du temple. C'est ce qui induit, si vous voulez, le culte de la science, la déportation colonialiste et la dette qu'on fait payer dans la compétition au moins pire les Allemands, et on va continuer avec les nazis jusqu'à ce que finalement la vieille Europe soit dissolue vers le néolibéralisme américain qui n'est qu'un culte superficiel des apparences au détriment du fond. Et quand on a cette vision-là, on ne peut plus se faire avoir, en réalité. Les patrons sont totalement enfermés dans cette poursuite matérialiste qui décline par le progrès et le culte de la science, et en réalité, ils n'arrivent pas à s'extraire de la déportation néocoloniale. Il n'y a pas plus raciste que les gens de gauche, en réalité. Ils critiquaient les lignes nationalistes colonialistes d'antan pour mieux reproduire en plus vulgaire ce qu'ils critiquaient chez les autres pour prendre le pouvoir. Macron est toujours à essayer de foutre le bordel en Syrie. On l'a vu avec le vol russe abattu par probablement les Français et les Anglais, et que les Russes ont été habiles à porter ça sur le dos des Israéliens, parce qu'en réalité, le navire l'Auvergne est ambigu dans cette affaire du vol russe abattu là, récemment en Syrie. J'ai cru comprendre, en travaillant sur le sujet, que les Français et les Anglais ont essayé de déclencher un conflit mondial en abattant l'avion russe. Et que pour ne pas tomber dans la provocation immature et dévirilisée que l'Occident pro-Israël a essayé de fomenter dans cette partie de la Syrie actuellement, les Russes ont dit que c'était les Israéliens qui s'étaient cachés derrière l'avion
russes pour que la DCA syrienne abatte l'avion. Ça a permis, si vous voulez, puisque les autres ne pouvaient pas se démasquer, aux Russes, si vous voulez, de justifier la livraison de radars pour boucler le ciel syrien et ne plus permettre le bombardement par les Israéliens et puis le bombardement par des puissances extérieures, si vous voulez. Il semble que les Anglais et les Français ont essayé de pousser un conflit mondial et que les Russes ont habilement, si vous voulez, déjoué la provocation. Parce que vous imaginez bien que si les Russes avaient dit, voilà, c'est le navire Loverne ou les avions anglais qui ont abattu le brouilleur de radar russe, hein, c'était un casus belli et la guerre, si vous voulez. Et que, voilà. Et donc, les politiciens et les affairistes, parce que c'est le patronat qui pousse derrière, ils ne veulent pas s'arrêter. Ils sont dans une fuite en avant juivisée, dévirilisée, homosexuelle, hystérique, si vous voulez. Et donc, pour le fond, hein, pour le fond. Donc, ils préféreraient provoquer une guerre mondiale, ces gens-là, sur l'ambiguïté des Russes aussi, parce que faut pas, les Russes ne sont pas les bons. Les Russes sont un peu plus virils, mais sont embarqués dans des révolutions barbaresques qui ont toujours profité aux marchands du temps. Rappelez-vous que la révolution bolchevique a été pensée par des juifs pour dégrader l'orthodoxie, comme la révolution française a été pensée depuis l'Angleterre pour dégrader la monarchie catholique et s'y substituer. Ce qui explique la soumission de la France au libéralisme anglais. Et que la Seconde Guerre mondiale, c'était la poursuite de cette fuite en avant et l'assimilation de l'économie française par le néolibéralisme américain qui n'est que l'externalisation, c'est-à-dire la poursuite dévirilisée, externalisée du libéralisme anglais, parce que les Américains ont toujours été la City Wall Street, les marionnettes des Anglais finalement sans s'en rendre compte. Malgré la guerre d'indépendance, il y a eu trop d'ambiguïté et c'est la poursuite de ça. Et je dis, il n'y a pas plus raciste que les gens de gauche, puisque mai 68 qui prétendaient US Go Home, ça donne toute une génération de politiciens qui vont poursuivre ce qu'ils critiquaient chez les anciennes lignes colonialistes, par ce qu'on voit aujourd'hui, la guerre en Libye, en Syrie. Et comme ils n'arrivent pas à passer en Syrie, ils vont pousser en Iran et ils vont essayer de dégrader la Chine par des révolutions colorées. On va remplacer les anciennes familles par des gens qui s'accordent plus avec la judaisation collective. Parce que, malgré qu'il y ait des progrès relatifs sur certains plans, il y a toujours l'incapacité d'émancipation au père par la droiture et la velléité de tuer le père pour le remplacer. Or, on ne peut pas s'émanciper du père par le meurtre, même symbolique. Ce n'est pas de meurtre dont il s'agit, mais de maturité émancipatrice. Et donc, je vais reprendre les bases que j'expose dans mon travail sur les paganismes des anciens temps. Je vais y revenir, mais là, je vais continuer. Donc moi, j'ai été agressé par un gang de noirs au moment où on agitait les banlieues sous Chirac pour foutre le bordel, si vous voulez. J'aurais dû porter, et on aurait dû m'accompagner à porter plainte contre le groupe Gaumont qui était responsable de la sécurité des gens. Et la police n'a pas fait son travail parce que c'est pas dans la culture des gens de porter plainte contre le patronat ou contre les grands groupes. Hein. On préfère porter plainte contre les jeunes de banlieue qui ne sont que entretenus dans cette violence par les bobos et le patronat qui va dans le mauvais sens, si vous voulez. C'est-à-dire le patronat qui essaie de se substituer à celui qui est au pouvoir en place. Hein, je dis, les poupées, les marionnettes politicardes du patronat, ce sont les politiciens. Donc, quand vous avez Sarkozy qui remplace Chirac, c'est totalement le remplacement d'un nouvel entrepreneuriat par on remplace l'ancienne ligne entrepreneuriale française par une nouvelle dévirilisée, si vous voulez. C'est ce qui explique les privatisations à outrance, le fait qu'on ait poussé les gens à France Télécom à se suicider pour accélérer les cadences, finalement, les prix qui n'ont fait que de gonfler sur tout ça, parce que plus c'est superficiel, plus ça coûte cher en plus. C'est ça qui est choquant. C'est que ce culte de la façade, regardez les meetings on a dépensé un fric fou, et ça a été fait exprès pour couler l'économie française, dans des meetings, des salons de ceci et de cela. Et ça a coulé les économies, parce qu'en plus, ils pouvaient déduire ça. Un politicien ou les nouvelles lignes politicardes qui font leur forum, leur meeting, qui coûtent des milliers, ils peuvent déduire ça de leur charge, si vous voulez. Donc, ils en ont rien à foutre. Ils laissent l'addition, ils font du fric en vendant le patrimoine. Mais c'est totalement ce qui s'est passé avec les privatisations. Et ce qu'ils ont mis à la place de ce qu'ils ont remplacé, ils le font payer beaucoup plus cher, alors que c'est beaucoup moins efficace et moins bon, si vous voulez. Et ça, c'est la réalité.
Alors, tout n'est pas mauvais, mais ça, c'est tout ce qui a été acquis dans l'infamie, si vous voulez. Regardez comme on est passé de. Avant, on avait les tubes cathodiques, si vous voulez. On est passé à l'analogique. On est passé. Je ne suis pas très bon en termes techniques, mais je crois que c'est bien sous la guerre en Libye qu'on est passé à la TNT et qu'on a développé de plus en plus la fibre et les réseaux et qu'on est passé aux écrans plats, si vous voulez. Il y a toujours, par des guerres, un défaussement sur d'autres cultures pour acquérir, si vous voulez, des nouvelles technologies et établir, si vous voulez, une nouvelle norme dévirilisée, mais très scientifique, si vous voulez, au détriment de ce qui était avant et qui était faillible. Hein. Il n'y a pas les bons et les gentils. C'est que ce qui remplace ce qui était n'est que le produit dérivé de ce qui était déjà poreux. Et je disais, quand on regarde un peu toutes ces cultures en chien de fusil qui vont vers, si vous voulez, qui essayent de se dégrader par la prédation non dite, si vous voulez, on voit qu'ils sont tous mus par des révolutions barabassiennes pensées par les juifs. Rappelez-vous que la révolution bolchevique, c'est Marx. Et que Marx induit Trotsky, si vous voulez. Et que c'est la culture communiste qui essaye aujourd'hui de freiner parce que si l'Occident est totalement contaminé par la judaisation collective, on va dire que c'est un peu plus viril du côté russe, même si c'est laxiste, hein, il faut bien comprendre. Et donc, il n'y a pas les gentils, mais on va dire que les Russes sont beaucoup plus virils et moins, beaucoup plus. Ils sont ambigus, mais ils sont un peu plus moraux, si vous voulez. Ils essayent de se reprendre. Et de la même manière qu'à un moment donné, Staline, voyant les dégâts opérés par les Juifs au sein de l'appareil d'État communiste pour la culture russe, les a virés pour que le régime communiste ait une cohérence. Et bien aujourd'hui, Poutine, qui est issu du communisme, remet l'orthodoxie au centre des préoccupations, la famille. Il interdit l'adoption par les couples gays, si vous voulez. Il interdit l'adoption par des couples étrangers parce qu'il y a un viol non dit de l'enfance russe, si vous voulez, et il y a une reprise morale, si vous voulez, pour que ça tienne. Et c'est pourquoi les Russes sont d'habiles joueurs d'échecs dans ce jeu de dupes, si vous voulez. Et les Russes peuvent sauver leur peau s'ils arrivent à s'extraire de ce modèle économique contaminateur. C'est pour ça que les Russes vendent de plus en plus la dette américaine et achètent de l'or. Et qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a en perspective des risques très importants de guerre mondiale, car les Américains sont tenus de A à Z par les Chinois, qui sont les plus gros consommateurs de la dette américaine. Ça veut dire que si les Chinois se remettent à vendre en masse, c'est fini pour les États-Unis. Or, les Américains sont une culture voyoucrate qui ne refuseront, si vous voulez, de payer leurs dettes. Puisque c'est quoi l'émission de la monnaie américaine, sinon l'émission d'une dette. Donc, les Américains sont tributaires de ceux qui ont acheté leurs dettes. Et comme ces gens-là sont des voyous, ils ne paieront pas leurs dettes. Donc, ils préféreront une guerre de masse. Donc, évidemment que dans le futur, si la Russie est trop virile et qu'ils n'arrivent pas à dégrader la Syrie au profit d'une judaisation collective et du Grand Israël, ils vont essayer de passer en Iran. La Corée du Nord, on peut considérer qu'elle est en train de tomber et qu'ils vont essayer ensuite la Chine, si vous voulez. Donc, la seule solution pour que les gens s'en sortent, c'est le travail christique d'émancipation par la droiture et de reprise culturelle chez soi, si vous voulez. Parce que sinon, ça ira à un conflit mondial, c'est une certitude. La fuite en avant entrepreneuriale actuelle induit, si vous voulez, des guerres de masse pour perpétuer, si vous voulez, une hystérie matérialiste judisée, au lieu d'aller vers la lumière christique. Et ça s'explique par et c'est pour ça que tout à l'heure, je finirai ma vidéo en expliquant que le Christ est le plus grand scientifique de tous les temps, parce qu'en réalité, il a montré comment à l'humanité s'en sortir de cette imposture matérialiste que les marchands du temple représentent dans le faux. Ça ne veut pas dire que les Juifs sont condamnés éternellement à ce dont ils accusent le Christ, hein, parce que symboliquement, c'est être condamné à bouillir dans une marmite d'excréments. Hein. Rappelez que les Juifs ont une tendance, pour les plus extrémistes, à accuser le monde entier de leur propre enfermement intérialiste. Ils ont dit que le Christ était condamné à bouillir éternellement dans une marmite d'excréments, ce qui n'est que leur propre réalité d'enfermement matérialiste suite aux circoncisions. Hein. Et donc, en réalité, les Juifs ne sont pas condamnés à ça à partir du moment où ils font les efforts de s'extraire de la prédation intergénérationnelle par la droiture. Ce que le Christ a essayé d'expliquer. Quand on est enfermé dans la soumission intergénérationnelle, on est hystérique et meurtrier envers le Père, si vous voulez. Et ce que j'expliquais avec Moïse, pour des raisons de cohérence, cette violence de soumission matérialiste, il l'a médit dans les cultures goy pour eux se perpétuer. C'est ce qui expliquait que Moïse
à les 10 commandements et que les Juifs se servent de la table brisée des 10 commandements dans l'Arche d'Alliance pour diviser les Goïs au profit de la perpétuation de leur matérialisme, s'il vous plaît. Bon, ça, on a l'explication de ce que c'est que la mainmise des Juifs sur la franc-maçonnerie pour dégrader les cultures faillibles, s'il vous plaît, le diviser pour mieux régner. Alors, je dis un patron, parce que c'est vaste ce que je dis, un patron qui a une entreprise, ça n'est que par la médiation de la société, du matérialisme que représente la société, que la médiation d'une tentative d'émancipation intergénérationnelle. Je crée une entreprise, sans le savoir inconsciemment, je crée ma tentative d'émancipation intergénérationnelle. Si je suis hypocrite, en réalité, je suis soumis à cet enfermement matérialiste, c'est-à-dire à prolonger le matérialisme des anciennes générations par une nouvelle déclinaison entrepreneuriale, s'il vous plaît. Et si je n'y arrive pas, je suis enfermé dans une hystérie belliqueuse que je médie dans des cultures extérieures pour me perpétuer, si vous voulez. Et j'accumule évidemment de la dette, et comme j'ai un ego mal placé, j'essaye de créer un écran de fumée par des guerres. Parce qu'il faut bien comprendre, on peut réduire tout ça, on peut réduire la masse collective et son comportement à cette tentative d'émancipation intergénérationnelle. On va reprendre les bases, parce que je conçois que ce soit compliqué pour vous à suivre ce que je dis. On va reprendre le paganisme grec. Ça parle de quoi, le paganisme grec? Ça parle de la tentative des nouvelles générations incarnées par Zeus de s'extraire des anciennes générations que représente Chronos. Or, qu'est-ce qu'il fait dans ma version du paganisme grec? Qu'est-ce qu'il fait Zeus? Il s'émancipe de Chronos, le temps, les anciennes générations, en faisant manger à son père une pierre. Chronos mangeait ses enfants. C'est la symbolique des anciennes générations qui enferme les nouvelles dans un labeur ingrat, c'est-à-dire la poursuite de leur échec émancipatif par la médiation de la société et de l'entrepreneuriat matérialiste, si vous voulez. Ça n'est que la médiation de ce qui se passe au niveau du psychisme humain, de la tentative de s'extraire des anciennes générations. On le médie par le matérialisme et la symbolique de l'objet auquel on va donner une signification pour sa propre quête. Vous voyez, la difficulté pour vous d'appréhender ce que je dis, c'est qu'on est enfermé dans ce matérialisme et qu'on n'en est pas conscient de ce qu'on fait. Je vais prendre un exemple simple. Un médecin qui soigne des gens, par sa profession, il essaye de soigner la blessure, probablement la sienne par rapport au viol intergénérationnel qu'il a subi, que ce soit un viol direct ou un viol non dit, et il essaye aussi de soigner les anciennes générations qui se plaignent de leur propre souffrance et dont il la rejette sur l'enfant qui est là. Parce qu'il y a aussi ça. L'enfant, quand vous faites un enfant, pour ça qu'on dit j'espère qu'il fera mieux que moi, mon fils, c'est que vous essayez par l'enfant, c'est la médiation symbolique de votre tentative d'émancipation aux anciennes générations. Et comme en général la douleur intergénérationnelle, puisque à chaque coup que vous naissez, on vous met sur le dos un rôle ingrat. Toi, tu seras médecin, toi, tu seras ça. C'est l'ambition des parents qui n'est que leur échec émancipatif dont ils se défaussent sur les enfants, parce que si l'enfant est la médiation symbolique de leur tentative d'émancipation et qu'ils ont trop souffert, alors ils vont de manière fermée faire assumer à l'enfant le report intergénérationnel qu'ils ont subi, si vous voulez. Donc l'enfant va être à charge de se coltiner la souffrance de ses parents et le report matérialiste que l'entrepreneuriat représente. Alors là, je parle d'entrepreneuriat, mais un salarié, c'est pareil. Si vous n'arrivez pas à vous émanciper de vos parents, vous serez plus, si vous voulez, soumis au salariat et au patronat, si vous voulez. Et vous allez accepter toutes les revendications, on va dire, hystériques et, comment dire, tyranniques du patronat, si vous voulez, dominateur. Alors, le patronat joue le jeu quand un type est droit et franc et que les gens n'acceptent pas de se soumettre, le patronat n'insiste pas. Le patronat ne peut tirer parti de la soumission des salariés que si les salariés sont des hypocrites qui ne sont pas capables de s'émanciper correctement. Donc, il y a un rapport de soumission aux parents, si vous voulez, ambigu. Remarquez que tout se décline par rapport à ça. Un journaliste, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il se met de côté pour pas avoir à se choper le labeur ingrat que la masse des salariés supporte, et il fait le paillot pour les patrons. C'est pour ça que vous ne trouverez pas plus menteur à l'imposture entrepreneuriale actuelle que les journalistes, qui sont les faillots du système, si vous voulez. C'est très rare d'avoir un journaliste fair play. Sauf si, à échelle collective, les gens en ont marre et se mettent à se reprendre. Alors là, le patronat, les journalistes s'alignent, si vous voulez.
ou s'ils ne s'alignent pas, ils sont remplacés, parce qu'il y a aussi la réalité de non dite de quand ça passe, ça passe. C'est-à-dire qu'un juif sioniste, il peut essayer de dissoudre les gens par le diviser pour mieux régner sur leur ambiguïté. Mais il faut bien comprendre que si les juifs voient que les types sont droits et n'ont pas d'ambiguïté, ils actent qu'ils ne peuvent pas passer et ils respectent la règle. Quand ils ne la respectent pas, ils sont bottés le cul en général. Parce que c'est le jeu. Voilà. Et donc, je disais, donc, Zeus s'émancipe de Chronos en faisant manger à son père une pierre, c'est-à-dire en faisant assumer au père le propre matérialisme du père sans avoir à le subir. Donc, il n'est pas pétrifié dans l'argile du monde matérialiste, dont son père essayait de l'enfermer dedans en se défaussant sur lui. Dans ma version, Zeus y arrive seul. Dans la version de la mythologie grecque commune, c'est la mère de Zeus qui l'aide à s'en sortir. Mais c'est pas très viril de s'appuyer sur sa maman pour s'en sortir. Donc, il faut une version plus virile. Et ma version de la mythologie grecque, je pense, est plus droite. Parce que, malheureusement, le gauchisme et la judisation s'appuient sur la mère, hein, contre le méchant papa, si vous voulez. Et ça, c'est de l'immaturité chronique. Hein, et c'est pas comme ça que la virilité et la droiture s'expriment, si vous voulez. Donc, pour s'émanciper de cette histoire aussi du complexe d'Oedipe, du meurtre du père, on ne peut pas passer par le levier de la mère, si vous voulez, qui n'est que la pensée organique du père en général. Hein. Bon, des fois, vous avez des couples particuliers, vous avez des femmes plus émancipées que les hommes, mais on parle d'un couple normal, si vous voulez, où la femme est la pensée organique en général de l'homme qui essaye de raisonner et d'ordonner, si vous voulez. Donc, ma version de la mythologie grecque n'est pas ambiguë. Voilà, c'est ça que je veux dire. A contrario, quand vous prenez la mythologie nordique, vous voyez que l'alter ego de Zeus, Odin, lui n'affronte jamais ses parents en s'en émancipant par la droiture, mais il se complaît, si vous voulez, dans une soumission belliqueuse, qui fait que, hein, parce que rappelez-vous que chez les Nordiques, le paganisme et les mythologies ne sont que la tentative des anciennes cultures. Hein, elles ne font que parler de leur tentative d'émancipation. Mais chez Odin, Odin n'affronte pas ses parents. Hein, on ne connaît pas très bien hein, le rapport aux parents d'Odin. En réalité, il se soumet sous les racines de l'arbre à la fontaine de Mimir au culte de la science. Donc, il se diminue dans une version de soumission guerrière, si vous voulez. Ce qui fait qu'il sera bouffé par le loup Fenrir dans le Ragnarok, le combat final. Chez les Nordiques, l'épée est signe de rang social. Donc, le culte de la science belliqueuse va suivre les cultures nordiques jusqu'à ce que les anglo-saxons, si vous voulez, par le Commonwealth, les Nordiques ont toujours, si vous voulez, les Vikings ont toujours pris leur drakkar pour aller, si vous voulez, violer d'autres cultures, piquer l'or, si vous voulez, violer, brûler et rentrer chez eux, si vous voulez, pour se complaire dans ce culte de la façade. Quand George Bush prend ses porte-avions de manière inversée pour accuser l'Irak, qui n'a rien à voir avec le 11 septembre, après que l'administration américaine et d'autres ont dégradé le World Trade Center pour piquer, si vous voulez, pour prendre l'argent de la compagnie d'assurance et accuser un pays pro-palestinien, il ne fait rien d'autre que reproduire ce que faisaient les Vikings avec les dracars. Il prend les porte-avions parce que le culte de la science a décliné le drakkar en porte-avions, si vous voulez. Ça n'est que la même chose. Et la déshérence belliqueuse inversée profite à Israël qui a participé à cette imposture du 11 septembre pour dégrader un pays ambigu comme l'Irak qui avait été financé par la CIA. Il y a d'un certain point par le fils de Bachar al-Assad et qu'ils sont tous retournés contre la Syrie. Que l'Irak de Saddam Hussein a été poussé par la CIA pour se débarrasser d'un leader arabe nationaliste, plus nationaliste que Saddam Hussein. Mais Saddam Hussein était resté pro-palestinien. Donc ils l'ont accusé du 11 septembre, alors qu'il n'avait rien fait par rapport à ça, puisqu'il combattait les terroristes. Et ils ont continué leur guerre imposture pro-israélienne, qui remplace l'humanité originale par l'humanité artificielle, qui est une posture au niveau de la dette, au niveau du rapport émancipateur. Les filles ont participé.
Donc, en fait, même si Kadhafi tentait d'émanciper l'Afrique du dollar, d'avoir son propre satellite de communication, il s'était compris dans la voyoucratie mondialiste par l'achat d'armes et ce genre de choses. Et en fait, il avait des ambiguïtés parce qu'il a empêché lui-même des leaders noirs africains comme Sankara de s'émanciper. Même si peut-être Sankara avait péché parce que peut-être que dans son modèle de reprise nationaliste, il avait inclus des meurtres peut-être. Alors ça, je ne sais pas, il faudrait creuser. Et c'est ce qui explique que la sous-jacence voyoucrate que Compaoré représenté avec de connivence avec Taylor, avec Kadhafi, si vous voulez, et la France-Afrique, toutes ces ambiguïtés-là font que finalement, on comprend par l'ambiguïté la dégradation de pays faillibles comme la Libye par un empire déjà corrompu et juivisé, qui essaye d'accélérer la cadence. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on a des gens qui sont en constat d'échec tout au bout, si vous voulez, et qui essayent d'accélérer la cadence pour induire tout le monde avec eux dans leur mondialisme avec Israël au centre des impulsions, c'est-à-dire remplacer l'humanité originale par une humanité artificielle. C'est porté en grande majorité par la culture anglo-saxonne, avec Odin qui n'a qu'un œil, puisqu'il l'a troqué contre la science à la fontaine de Mimir. Et ça, c'est véritablement le Dajjal, c'est-à-dire celui qui n'a qu'un œil et qui ne raisonne qu'en termes d'artifice. Ça ne veut pas dire que les anglo-saxons n'ont pas les facultés pour suivre le chemin christique, ça veut dire et manque de courage à s'émanciper par la droiture. Donc, on voit par le paganisme qu'il y a une différence entre le bassin méditerranéen gréco-romain, puisque les Romains vont reprendre à leur compte la mythologie grecque, et on peut dire la mythologie grecque est positive, tandis que la mythologie nordique est négative et pessimiste. D'ailleurs,